Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous. Le droit à la santé est inscrit dans notre Constitution comme un droit fondamental depuis 1946. Mais est-ce une réalité pour tous les Français? Après un état des lieux sans concession, nous avons choisi d'être résolument optimistes et de vous proposer des solutions concrètes qui font bouger les lignes au cœur des territoires pour une santé accessible à tous tout au long de la vie. Nous avons eu la chance de pouvoir installer notre plateau dans la prestigieuse bibliothèque du ministère de la Santé et de la Prévention. On ne pouvait pas rêver mieux pour explorer ce sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge et notre lieu de résidence. J'en ai donc profité pour demander à notre hôte, le ministre de la Santé et de la Prévention, Monsieur François Braun, de nous rejoindre pour cette émission spéciale. Donc, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, j'ai envie de dire, au cœur du réacteur. Et puis, j'ai également sollicité un acteur incontournable de notre système de santé, Stéphane Junique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe mutualiste Vive. Merci d'être avec nous. Vous avez mené récemment une étude en partenariat avec l'Observatoire Ipsos sur le droit de la santé en France. Vous allez donc nous aider à décrypter, à analyser cette situation et surtout nous aider à comprendre qu'il est possible d'agir à l'échelle des territoires. Mais tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre des Français. Estiment-ils être bien soignés? Regardez, c'est un sujet de Sébastien Pranger. Moi, personnellement, j'ai un bon accès aux soins. Donc, je sais que ce n'est pas le cas partout et que j'ai encore ce privilège-là. Et je considère que c'est un privilège parce que, effectivement, ailleurs, on peut constater, notamment vraiment quand on est dans la campagne, qu'il y a vraiment un manque de médecins. J'ai déménagé il y a 2 ans à peu près à Tours et trouver un médecin généraliste, ça n'a pas été facile. Et au bout de 2 ans, j'ai fini par en trouver un. Donc, ça a été un petit peu long. Dès qu'on a besoin d'un rendez-vous pour les enfants, un peu en urgence, c'est compliqué. Pour les médecins généralistes, c'est compliqué. Pour les dentistes, c'est encore pire. On assiste à un désert médical, même si on a un hôpital à proximité, même si on a pas mal de médecins. Le problème étant, c'est que dans les petites communes rurales, effectivement, il n'y a pas de médecins et qu'aujourd'hui, les médecins ne se déplacent pas forcément. Ils ne viennent pas au contact de la population, donc c'est vrai que c'est quand même compliqué, surtout pour les gens qui sont seuls et qui sont vieillissants. Le coût de la santé, c'est très important. Je n'aurais pas de mutuelle, c'est des soins que j'aurais étalés sur plusieurs années. Bon, en tout cas, je suis très contente de nous avoir tous les deux sur ce plateau parce que vous êtes aussi des professionnels de santé. François Braun, vous êtes médecin, vous avez été médecin urgentiste. Stéphane Junique, vous avez été infirmier. Donc voilà, on va pouvoir parler de choses concrètes. On le voit, les Français sont un peu inquiets. Donc voilà, l'objectif, c'est de les rassurer. Le droit à la santé pour tous, c'est la thématique qui a été choisie cette année par l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui est célébrée tous les 7 avril depuis 1948. C'était la date anniversaire de la fondation de l'OMS, était il y a 75 ans. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi cette thématique aujourd'hui? Est-ce que la situation est aussi alarmante? Cette thématique choisie par l'OMS est tout à fait logique, puisque si je ne parle pas de la France, mais si je parle des soins à travers le monde, de très nombreux pays n'ont pas du tout d'accès aux soins. Alors, si on parle de notre pays, il ne faut même pas obliger qu'on a un système de santé qui, certes, a des difficultés, et je ne suis pas là pour les nier, loin de là, mais qui soigne, qui sauve tous les jours, qui s'appuie sur des professionnels de santé extrêmement engagés, qui donnent de leur temps, qui donnent toutes leurs possibilités, qui ne sont pas responsables de la situation actuelle, qui est une situation où nous manquons de professionnels de santé, mais quand même, regardons quand même aussi ce qui se passe ailleurs. Voilà, regardons les choses qui marchent. Voilà, on a un système qui marche. On est dans un pays où on a plutôt tendance à voir ce qui ne marche pas. Alors parlons justement de 2 sujets qui inquiètent aujourd'hui beaucoup les Français. D'abord la pénurie des médicaments, de médicaments essentiels, antibiotiques, antidiabétiques, paracétamol. Comment expliquer que, voilà, en France, le pays de Pasteur, on se retrouve dans une telle situation aujourd'hui? Les principes actifs, c'est-à-dire ce qui est le cœur du médicament, peut être fabriqué à l'autre bout du monde.
et sont majoritairement fabriqués en Chine, en Inde, une partie aux États-Unis, et plus trop tellement en Europe et encore moins en France. Donc on a eu des ruptures un petit peu de tout ça, ce qui m'a amené avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, de rencontrer tous les industriels, toutes les parties prenantes, comme on dit, y compris les pharmaciens, et de dire plus jamais ça. Et qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous mettons un grand plan pénurie qui repart là, pour les 3 ans à venir, avec d'abord définir la liste des médicaments essentiels. Et pour chacun de ces médicaments, nous étudions toute la ligne, depuis la production du principe actif jusqu'aux médicaments dans la pharmacie, identifier tous les endroits à problème, mettre en face systématiquement des solutions. Ça va être ça, préserver nos médicaments essentiels. Dans ce cadre-là, bien sûr, sur cette liste de médicaments, on va en retirer en plus ceux qui vont nécessiter d'être rapatriés en France, d'être rapatriés en Europe, pour justement nous assurer cette production. Merci en tout cas pour ces plutôt bonne nouvelle. Stéphane Junique, vous, en tant que groupe mutualiste, vous avez une posture d'opérateur, en plus d'avoir une approche globale de l'offre de soins à travers vos différents métiers. Alors, il y a un chiffre qui peut interpeller, d'après l'étude que vous avez menée en partenariat avec l'Observatoire Ipsos, 77% des Français estiment que notre système de santé se dégrade de plus en plus. Alors concrètement, on fait quoi? On a déjà parlé de la pénurie des médicaments. Il y a aussi 7000 Français qui n'ont pas de médecin traitant. Qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise. Le ministre est mobilisé, il y a des politiques publiques qui sont fortes, des investissements publics qui sont importants. Et je pense que ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir aussi regarder ce que font l'ensemble des acteurs qui se mobilisent aujourd'hui pour permettre à ce que la santé, le droit à la santé soit effectif davantage dans notre pays. Vous l'avez souligné, les Français, à travers le petit micro-trottoir que vous avez fait, considèrent que notre système de santé, il est en mauvaise santé. Et pour autant, il y a une énergie formidable d'acteurs, aux collectivités territoriales, en passant par des professionnels de santé, en passant par des acteurs mutualistes, des patients. Bref, il y a une énergie extraordinaire pour pouvoir apporter des réponses. Je vais vous donner 3 exemples. Je suis d'une région qui est la région des Pays de la Loire. Nous avons ouvert 4 services de médecine de proximité, 2 à Laval, 1 au Mans et 1 à Cholet. À travers ces 4 services de médecine de proximité, ce sont 15 000 personnes qui étaient sans médecin traitant qui ont retrouvé une place dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Je regarde sur la mobilisation concernant la prévention. Nous sommes un grand nombre d'acteurs à se mobiliser sur les enjeux de prévention. Et je sais, Monsieur le Ministre, que c'est un sujet qui vous tient à cœur pour permettre à ce que ce parent pauvre de notre système de santé puisse retrouver un rebond. On est un petit acteur, mais on contribue à faire en sorte que sur les enjeux, notamment de promotion de la santé, d'information en santé, de prévention, il puisse y avoir en effet un accompagnement qui soit assuré dans notre pays. Et puis, il y a un autre élément sur lequel je sais la mobilisation des pouvoirs publics est importante et on y prend toute notre part, à travers notamment le sujet des restes à charge. Et je veux mentionner, parce qu'il y a eu une réforme qui pour moi est une réforme de progrès social qui a été menée notamment par le gouvernement ces dernières années à travers le 100% santé. On a été en capacité à apporter une réponse, je pense notamment aux personnes qui étaient en matière de santé auditive dans une vraie difficulté. Alors il y a un autre chiffre intéressant de votre étude Ipsos, c'est pour 77% des Français, la santé ne s'arrête pas seulement à la condition physique, elle intègre d'autres dimensions de la vie quotidienne, à savoir le sport, loisirs, dépenses alimentaires. Donc aujourd'hui, on devrait plutôt parler de mieux vivre plutôt que de santé, c'est-à-dire que l'accès aux soins n'est pas le seul déterminant de santé à prendre en compte. François Braun ? C'est quoi la santé? C'est la prévention, le dépistage, les soins et la suite aussi. Et vous l'avez très bien dit, on a des inégalités territoriales. On a entendu nos concitoyens tout à l'heure dire dans les petits villages, on n'y arrive pas. On a des inégalités financières. Et effectivement, là, je travaille bien sûr avec les mutuelles. Le 100% santé a été vraiment un bond en avant énorme. Et puis, nous avons aussi des inégalités que j'appellerais de sociétales ou sociales. Et là, on pourrait parler de la santé des femmes, de la santé mentale. Ce n'est pas uniquement les soins quand vous allez voir votre médecin que vous allez à l'hôpital. Bon, merci en tout cas à tous les deux pour cet état des lieux. J'ai envie de dire vive la démocratie en santé, hein, vous en êtes la parfaite illustration. Voilà, comme nous allons le voir tout au long de cette émission, le droit à la santé, ou plutôt le droit à la protection de la santé, est une démarche militante pour chacune des étapes de notre vie. Et nous allons commencer par le commencement, le premier âge. Monsieur le ministre, vous restez encore un peu avec nous, hein, vous nous l'avez dit, la prévention de la santé des jeunes, c'est une de vos grandes préoccupations. Et puis Stéphane Junique, on vous retrouvera tout à l'heure pour conclure cette émission. On va aussi parler du logement, également de l'impact de l'environnement sur notre santé. Un grand merci à tous les deux.
Pour parler de la santé de nos enfants, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Nathalie Casso-Vicarini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et déléguée générale d'Ensemble pour la petite enfance. Mathias Savignac, président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale MGEN. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et Monsieur le Ministre, merci d'être resté sur ce plateau pour parler de la santé des enfants. Alors, bonne nouvelle, les études montrent qu'aujourd'hui, la majorité des petits Français est en bonne santé, mais des inégalités persistent. Alors, quelles sont celles qui vous préoccupent le plus aujourd'hui dans cette tranche d'âge et quelles peuvent être leurs conséquences sur du long terme, Monsieur le Ministre? Peut-être deux sujets principaux. Le sujet de la sédentarité et du manque d'exercice physique, qui est devenu une évidence, même si des choses ont été faites là récemment pour augmenter l'activité physique à l'école primaire, d'activité sportive au collège et au lycée. Et puis toute la problématique de la santé mentale, qui effectivement est un problème même principalement pour les plus jeunes filles, entre 11 et 13 ans. On voit qu'il y a des vraies difficultés. Peut-être là les deux enjeux importants, et puis revenir peut-être aussi sur la crise bronchiolite qu'on a eue cet hiver et les assises de la santé de la pédiatrie et de la santé de l'enfant que j'ai lancées, qui vont me rendre leurs conclusions là au mois de juin sur les 6 thématiques principales d'accès à la santé, de parcours de soins, de santé mentale, de prévention, de recherche. Pour améliorer la prise en charge. Pour une feuille de route qui va être la feuille de route du gouvernement pour les années à venir autour de la santé de l'enfant. Mathias, être acteur de sa santé, ça commence dès le plus jeune âge, mais à partir de 10 ans, on peut déjà noter des inégalités entre les filles et les garçons en matière de prévention. Alors effectivement, en matière de prévention, mais aussi en matière de consultation. Notre fondation d'entreprise pour la santé publique a voulu observer de quelle manière garçons et filles tout au long de la vie, femmes et hommes, allaient chez le médecin. Et on observe qu'entre 0 et 9 ans, de manière égale, les filles et les garçons consultent de la même manière. Et on observe un décrochage à partir de 10 ans où les jeunes filles et puis les femmes en suivant, c'est vrai jusqu'à la fin de la vie, consultent plus. Alors on pourrait imaginer que finalement les garçons prennent moins soin d'eux et donc il y a sans doute un sujet sur l'organisation des parcours de santé et le fait de devenir véritablement acteur de sa santé. Et à contrario, il ne faudrait pas imaginer non plus que les consultations pour les femmes et la santé des femmes se résument à la santé gynécologique et sexuelle. Parce qu'en fait, on a vu pendant la crise Covid quelques données sur les prises de rendez-vous et on observe que la prise de rendez-vous chez le médecin pour les proches ou la prise de rendez-vous pour les enfants sont effectuées à 77% par des femmes. Donc elles prennent souvent la santé en charge de leur environnement, parfois au détriment de leur propre consultation et de leur propre santé. Voilà, donc les femmes, pensons à notre santé un peu plus. Le mode de garde des jeunes enfants peut être aussi un facteur d'inégalité. Mais Nathalie Casso-Vicarini, je sais que vous n'aimez pas ce terme de mode de garde. Ça vous hérisse, ça. Ça irrite surtout les professionnels, parce que derrière le mot de garde, on imagine quelque chose de très passif et peut-être pas suffisamment de compétences, alors que l'accueil signifie de l'activité et une compétence importante parce qu'il s'agit de la société de demain. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'être particulièrement bien accompagnés parce qu'on a des facteurs de risque aujourd'hui plus importants que ceux d'hier et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Donc je veux saluer les professionnels qui travaillent auprès des tout-petits. Mais alors justement, d'après l'INSERM, le meilleur mode de garde ou d'accueil, excusez-moi, c'est la crèche. Le problème, c'est que c'est toujours ce manque de place. Ce n'est pas nouveau. Il manquerait aujourd'hui 200 000 places pour couvrir les besoins des parents, faute de main-d'œuvre suffisante. Comment rendre ces métiers de la petite enfance plus attractifs, Nathalie ? Oui, c'est vraiment une priorité, en effet, que ces métiers aient du sens au quotidien auprès de nos enfants. Alors aujourd'hui, les parents réclament des modes d'accueil du type de la crèche, mais toutes les études scientifiques internationales nous démontrent que si on veut réduire les inégalités, le mode d'accueil collectif est très intéressant à condition qu'il soit de haute qualité. Et c'est dans ces milieux-là qu'en effet on peut accompagner le développement de l'enfant dans les meilleures conditions. Et c'est les professionnels qui sont en première ligne. Alors parlons maintenant de nos adolescents. Bon, eux, ils se gardent tout seuls. Enfin, ce sont surtout les écrans qui les gardent. Mais trop d'écrans, on le sait, peut nuire
Alors santé mentale, surtout quand le Covid s'en mêle, juste ce chiffre quand même qui interpelle, la consommation d'antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent aurait augmenté de 62% entre 2014 et 2021. Comment expliquer cette plus grande vulnérabilité des adolescents à ce type de situation comme cette pandémie que nous avons vécue, Nathalie ? L'adolescence, c'est une période sensible. Comme la petite enfance, dans les 1000 premiers jours, l'impact de l'environnement a une très grande importance. Et on sait aujourd'hui que les écrans activent le système de la récompense dans le cerveau et sont véritablement addictifs. Alors, les écrans, plus l'isolement pendant la période de crise inouïe du Covid, fait que l'ado, il n'est pas entouré de ses pairs. Un adolescent, il a besoin des autres pour se construire. Un bébé, il a besoin du regard de ses parents pour et surtout se construire. nos ados qui vivent un peu en tribu, en groupe. Donc voilà, ils ont besoin. Ils avaient perdu un peu tout. Absolument, ils avaient perdu leur repère. Alors, le Covid a aggravé la situation, c'est indéniable, François Braun, mais comment combattre plus globalement toutes ces addictions dont on parlait, qui menacent aujourd'hui la santé de nos jeunes, addiction aux écrans, mais aussi au tabac, au cannabis, etc. Je sais que ça, c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais juste une toute petite remarque par rapport à votre chiffre de 62% d'augmentation. Oui. Je crois qu'il faut aussi un tout petit peu pondérer, dans le sens où beaucoup de ces antidépresseurs n'avaient pas d'indication chez les jeunes en 2014. Donc on a eu aussi un élargissement des indications, des protocoles de prise en charge qui ont changé. Pour autant, effectivement, la santé mentale est une préoccupation et l'addiction aussi. Alors, je ne sais pas s'il faut dire l'addiction ou les addictions. On parle des écrans, on parle du tabac bien sûr, on parle de l'alcool, on parle du chemsex, on parle de beaucoup de choses. Tout ça, c'est un groupe d'addictions. Alors, on a des plans pour lutter contre certaines addictions. Le plan tabac est ancien, il fonctionne très bien. Il y a un plan alcool, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et la chose sur laquelle je veux que nous puissions nous pencher au ministère, même plus que se pencher, c'est la racine des addictions. C'est-à-dire pourquoi un jeune aujourd'hui est plus sensible aux addictions qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de tentations ? J'en suis pas certain. Elles sont différentes, mais il n'y en a pas forcément plus. Ou est-ce que c'est, en tout cas c'est ce que me disent les addictologues et les psychiatres, parce que nos jeunes ont moins de compétences psychosociales aujourd'hui, parce qu'on travaille moins ces compétences psychosociales. Alors c'est un grand mot, pour dire quoi ? Pour dire avoir confiance en soi, connaître et comprendre ses émotions et interagir avec les autres. Alors, il existe également des lieux d'accueil pour les jeunes en souffrance psychique. C'est une maison où des jeunes, entre 18 et 25 ans, viennent se confier à des professionnels qui les aident dans leur parcours de vie. Regardez, c'est un reportage d'Élise Comarteau. Allez-y, entrez, je vous en prie. Chaque semaine, une trentaine de jeunes osent pousser les deux portes de ce lieu atypique. Il y a des ateliers à médiation plutôt artistique, jeux de société, regarder des films. On est partant, il n'y a pas de planning à l'avance en fait. Ici, l'intérêt c'est qu'on est 15 professionnels, donc après il y a des accroches qui se font avec certains et pas d'autres. Elles sont devenues presque des amies. Shafika vient là depuis 1 an. Parce que ça me fait du bien, au lieu d'être seule à la maison. Au début, quand je suis arrivée ici, je pensais même pas à mon hospitalisation. J'ai fait beaucoup de trucs qui sont positifs. Ce chemin, c'est l'objectif de Passe-Miraille, une référence au personnage de la nouvelle de Marcel Aimé. C'est un personnage qui passe à travers les murs et qui est coincé au bout d'un moment dans un mur, comme les jeunes qui passent à travers nos institutions. Donc l'idée, c'était d'adapter un lieu où les jeunes puissent venir pour pouvoir recréer du lien avec justement les professionnels de santé mentale. L'intérêt, c'est qu'à Passe-Miraille, ça soit un passage, que les jeunes ne restent pas. On prend le temps, mais il y a un passage et une orientation qui se fasse. Depuis la fin du Covid, de nouveaux jeunes se présentent, des étudiants en détresse passagère. Ils restent moins longtemps entre les murs, mais l'ARS vient de pérenniser l'existence de Passe-Muraille en le subventionnant à 100% depuis 1 an. Si tu savais, maman, comme j'ai beau, maman, le monde est fou, mais moi je danse encore, maman. Si je danse, et je danse encore. Voilà, une initiative qui méritait en tout cas d'être saluée et surtout connue. Mathias Savignac, au niveau de votre groupe, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Est-ce que vous avez mis en place d'autres solutions concrètes pour accompagner les adolescents en détresse psychologique ? Je sais que vous êtes vous-même un ancien éducateur spécialisé, donc c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors oui, enfin, on a mis en place, mais comme beaucoup de complémentaires santé durant la crise Covid, la prise en charge de consultations psychologiques, 4, prises à 100% par la complémentaire, pour favoriser l'accès à des consultations
et finalement contribuer à lutter contre le tabou qui est celui de la santé mentale. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nos concitoyens ont choisi d'avoir recours à ces consultations. Et quand on regarde les typologies de consultations, à 70% dans notre population, ce sont des femmes, et 40% sont des moins de 30 ans. Et ça dit quelque chose de l'état de santé de notre jeunesse, et notamment des jeunes femmes. Alors on parlait justement de sédentarité, de santé mentale, etc. En conclusion de cette partie, comment on peut faire bouger nos jeunes, comment on peut les déscotcher de nos écrans, voilà, quels sont les meilleurs conseils qu'on peut donner aux parents qui nous regardent en ce moment. Nathalie? Alors je ne sais pas si on peut donner des conseils, mais en tout cas leur donner le pouvoir d'agir. C'est vraiment essentiel que nos jeunes soient entourés. Je rappelle ce chiffre, 49% des jeunes passent plus de 4 heures par jour devant leurs écrans. Devant leurs écrans, oui. Et c'est leur donner des informations fictives, en fait, de penser qu'on est en vraie relation avec l'autre lorsqu'on dialogue au travers d'un écran. Et je rejoins le ministre qui parlait des compétences psychosociales, dont l'OMS dit qu'elles sont les compétences du XXIe siècle. François Braun, quel est pour vous le meilleur conseil à donner aux parents là, qui nous regardent? Servons-nous des écrans pour lutter contre la sédentarité. Finalement, il faut peut-être commencer par cela. Maintenant, il y a des jeux sur écran qui font bouger les jeunes, y compris les tout petits. Donc, passons déjà par là. Donnons-leur le goût de refaire de l'activité physique et puis orientons-les vers le sport. Et nous-mêmes bougeons déjà aussi, des parents qui bougent, ça peut donner des enfants qui bougent un peu plus aussi. Mathias Savignac, pour vous? Vous avez tout dit, les compétences psychosociales liées avec l'envie de faire des choses à plusieurs, ce qu'on n'a plus été en capacité de faire pendant la crise Covid, revenir à des choses simples, en famille, avec des amis, sur de l'activité physique. Et du sport plaisir, pas que du sport compétition, performance, mais je crois que la notion de plaisir est importante aussi dans la question du sport santé. Merci à tous les trois. N'oublions pas que des enfants actifs deviennent des adultes actifs et donc des adultes en bonne santé, à condition d'avoir le mode de vie qui va avec. Et ce sera justement le sujet de la deuxième partie de cette émission. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Ça y est, vous êtes devenu adulte, vous avez quitté la cellule familiale, mais qui va prendre soin de votre santé maintenant? Eh bien, c'est vous et peut-être aussi l'entreprise que vous avez rejointe. Alors, justement, nous allons parler maintenant de votre santé avec mes invités. Thomas Blanchette, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Harmonie Mutuelle. Merci. Éric Chevet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président des affaires sociales CPME. Vous êtes également à la tête d'une PME dans l'ameublement. C'est bien ça, on va parler concret avec vous. Stéphane Suzoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de Mon Stade. Voilà, merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Je vous propose en préambule d'écouter les témoignages des Français concernant leur attente vis-à-vis de l'entreprise, en particulier dans le domaine de la santé. Regardez, c'est un sujet de Sébastien Branger. On est encadré, il y a une infirmière qui peut recevoir nos questions. On voit aussi un médecin à notre demande. On a aussi ce qu'on appelle les préventions pour les risques psychosociaux. Ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise et en 5 ans, j'ai eu une seule visite médicale. Pas de personnel de santé sur place. On est un peu délaissé, quoi. Voilà. Sur mes frais de santé, je trouve que je suis relativement bien remboursée, comme l'ostéopathie, kiné et tout. Je travaille au 2e étage, en bas j'ai une salle de sport et je ne peux pas y bénéficier. C'est un manque. On a une sorte de petite salle où on peut être mis en relation avec un médecin en visio. L'employeur prend en charge quasiment la totalité de la mutuelle, donc à moi, elle me revient à 2 € par mois. Donc parfait aussi. Il y a du personnel de santé sur place, effectivement, mais il y en a beaucoup qui sont en arrêt de travail et en burn-out. Les remboursements sont quasiment le minimum possible, que ce soit pour les oreilles, les dents et les lunettes. Par rapport à certains métiers que j'ai connus avant, par exemple la boulangerie, pâtisserie, où on se foutait éperdument de notre santé, on nous faisait soulever des sacs de 50 kilos à 18 ans, à 16 ans. Dans le commerce, c'est pas ça. On est, je ne vais pas dire 100% chouchouté, mais si. Il y a encore des bonnes entreprises en France. Et normalement, on devrait être suivi régulièrement et c'est pas le cas. Pour être honnête, vous pouvez faire de la sophro, c'est plutôt axé sur le bien-être. C'est un luxe. Pour reconnaître ce qui est bien quand même.
Alors justement, le bien-être au sein de l'entreprise, est-ce que c'est un luxe? Thomas Blanchard, depuis 2016, avec la mise en place de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, les entreprises ont l'obligation d'assurer tous leurs salariés. C'est un accord qui a été renforcé en 2020 pour améliorer la prévention en matière de santé au travail. Alors quels sont aujourd'hui les avantages concrets de cette mesure pour les salariés? L'avantage de cette mesure, la mise en place de l'ANI dès 2016, a permis à l'ensemble des salariés sur le territoire national de bénéficier d'une part d'une complémentaire santé de qualité, mais au-delà de la qualité, c'est d'une prise en charge aussi à hauteur de 50% minimum de la part des employeurs. Au-delà de cette réalité financière, c'est aussi à travers le renforcement, le complément de loi ou le complément de réglementation supplémentaire qui est arrivé en 2022 sur cette loi qui vient renforcer les prérogatives, les obligations entre guillemets des employeurs concernant l'accompagnement, la prévention. Mais ne nous méprenons pas, nous sommes bien sur le risque professionnel et il nous appartient, sur d'autres risques, d'autres pathologies, d'accompagner, pour les entreprises qui le peuvent, au regard de leur réalité économique et de la réalité aussi de leur population qui travaille dans ces entreprises, de les accompagner de façon complémentaire dans des mécanismes à inventer, à construire, à co-construire avec eux. Et on en parlera d'ailleurs un peu plus en détail tout à l'heure. Donc l'entreprise lieu de santé, on peut le dire aujourd'hui, c'est de plus en plus une réalité. Et puis les salariés en bonne santé, c'est effectivement très bénéfique pour l'entreprise. C'est un vrai retour sur investissement. Mais c'est bénéfique pour l'entreprise et pour la société en général. Mon collègue de la CPME le dirait aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Alors justement, Éric Chevet, est-ce que vos salariés à vous sont des salariés en bonne santé, on essaye, donc plus productifs? On essaie évidemment qu'ils soient en bonne santé. Je pense qu'il faut rappeler la responsabilité de l'entreprise en la matière, et notamment la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise, de faire en sorte que l'activité professionnelle n'altère pas la santé du salarié. Ça, c'est la base quand même du Code du travail, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, ça donne lieu à un certain nombre de développements et qui ont été précisés pour aller un peu plus loin avec l'ANI dont on parle là de 2020, pour aller un peu plus loin, pour faire en sorte qu'on soit plus dans la prévention que dans la réparation, parce qu'en France, on a beaucoup de culture de la réparation, mais pas tellement de la prévention. On a un peu moins cette culture-là. L'objectif, peut-être étape d'après, qui est déjà engagé notamment par les groupes de protection sociale, c'est peut-être d'aller au-delà et de faire en sorte que l'entreprise soit aussi un lieu où on puisse non seulement ne pas être en risque, mais peut-être aussi en territoire positif de santé. Alors donc justement, un salarié en bonne santé, c'est un salarié qui fait du sport. On va parler du sport. Une pratique sportive régulière, c'est 3 ans d'espérance de vie en plus, et c'est 7 à 9% d'économie sur les frais de santé annuels du salarié. Je pense que c'est des chiffres importants à rappeler. Stéphane Suzoni, vous êtes cofondateur de Monstad, et une de vos activités, c'est de faire rentrer le sport dans l'entreprise. Alors justement, comment vous vous y prenez concrètement ? Alors on s'y prend de 3 façons différentes. Notre enjeu, c'est de modifier le comportement. Donc pour modifier le comportement, il faut mettre en place 3 niveaux d'intervention. Premier niveau d'intervention, c'est la sensibilisation, l'éducation, la motivation pour engager les salariés dans l'activité physique. Deuxième niveau d'intervention, c'est agir avec l'employeur sur l'environnement de travail pour le rendre incitatif à la pratique d'activité physique. Et quand je dis l'environnement de travail, ça concerne aussi les trajets et notamment les déplacements pour se rendre jusqu'à son lieu de travail. Et le troisième niveau d'intervention, c'est d'offrir des possibilités de pratique aux salariés en entreprise, hors entreprise, à distance. Et là, aujourd'hui, il y a des gammes d'interventions avec des acteurs sur tout le territoire qui permettent de proposer des solutions de proximité vraiment aux employeurs. Et ce n'est pas juste une affaire de grandes entreprises, voire de grandes entreprises parisiennes. Ce n'est pas forcément un problème de coût, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même ce chiffre qui montre que 59% des salariés ne sont pas satisfaits des solutions qui sont mises en place par leur entreprise pour pratiquer des sports. Pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard finalement? Donc vous dites que ce n'est pas un problème de coût. Parce que cette prise de conscience est relativement... un problème culturel. On a mis le nom sur une maladie que l'on ne connaissait pas avant qui s'appelle la sédentarité, le fait de rester assis. On sait aujourd'hui également quel niveau d'activité physique il faut avoir pour bouger. On sait aussi aujourd'hui que l'activité physique a des effets sur la santé mentale. On sait aussi aujourd'hui que des maladies pour lesquelles avant on recommandait le repos et l'alitement sont au contraire des maladies qu'il faut soigner par le bouger. Alors il y a des entreprises qui ne vous ont pas forcément attendu et qui rivalisent d'imagination pour faire bouger leurs salariés, à l'image de Kedge, qui est une grande école de commerce et de management qui est basée notamment à Bordeaux. Regardez, c'est un sujet de François Resbeu. La semaine du bien-être, c'est un temps qui est réservé à la communauté Kedge, que ce soit les étudiants ou les collaborateurs, pour prendre soin d'eux de façon générale, avec des activités telles que
du yoga, de la sophrologie, de l'art-thérapie ou de la fabrication de cosmétiques bio par exemple. Tout au long de l'année, on met en place des conférences, des formations qui nous permettent de mener plein d'actions autour du sommeil, de l'hygiène de vie, de l'alimentation ou de l'activité physique. On a beaucoup de cours de sport qui sont dispensés par des coachs, notamment entre midi et 2. Je trouve ça très appréciable parce que on finit un peu tard parfois et du coup c'est chouette d'avoir ces activités sportives qui sont proposées le midi. Puis en plus ça fait un break dans la journée. Des fois on a des journées chargées, donc c'est vraiment un moment pour décompresser et puis pour discuter entre collègues aussi parce que c'est l'idée de ces rencontres aussi. On a des actions qui sont autres que sportives. Concernant le bien-être mental, on a une politique de prévention des risques psychosociaux. On a mis en place la plateforme Olivia, donc c'est une plateforme qui permet aux collaborateurs d'accéder à tout moment à des coachs ou des psychologues. On a un accord sur le télétravail, mais on a aussi des accords sur le droit à la déconnexion. Derrière, on remarque qu'il y a une amélioration de la cohésion de nos équipes. Les collaborateurs sont satisfaits de venir travailler, on les engage, ils ont envie de rester, de travailler avec nous. Il y a aussi l'exemple qu'on est censé donner en tant qu'école, de montrer que voilà, il faut maintenant améliorer les emplois, les entreprises pour aller vers un bien-être au travail plus largement répandu. Voilà, on rêverait tous de travailler dans ce type d'entreprise. On le disait tout à l'heure, c'est vrai que le sport peut être aussi un formidable outil anti-stress qui va agir sur le bien-être mental des salariés. Alors justement, Éric Chevet, concernant la santé mentale des salariés, comment dépister le plus tôt possible un mal-être au travail? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Est-ce qu'il y a des outils aussi qui existent aujourd'hui pour évaluer la santé mentale? Oui, bien sûr, il y a des outils qui sont développés pour faire des tests et essayer d'identifier de façon précoce les déviances qui peuvent se produire. Mais il faut bien comprendre que 50% des salariés en France sont dans des petites structures, TPE, PME. Alors, quelques mots aussi sur la santé mentale des chefs d'entreprise. On n'y pense pas assez, une recrudescence du taux de suicide ces dernières années dans cette catégorie socio-professionnelle. Ce sont un peu les oubliés de la médecine du travail, pour le coup. Oui, absolument. Et la santé du dirigeant nous préoccupe beaucoup, évidemment, à la CPME, en tant que syndicat interprofessionnel d'employeurs. Et nous essayons de développer beaucoup d'actions sur le territoire pour faire en sorte d'alerter sur ce problème-là, parce que le stress du chef d'entreprise, c'est une réalité qui peut conduire évidemment à des solutions, à des situations extrêmes. Et ce n'est pas facile à prendre en compte. Les dirigeants se font très peu suivre. Et on voit qu'au moment où ça se déclenche, alors là, ça part vraiment, c'est plutôt grave. Les conséquences sont vraiment très graves. Et donc il faut essayer d'anticiper ça. Il y a des indicateurs, on travaille sur des tests, des stress tests pour les chefs d'entreprise, de façon à pouvoir identifier cette problématique-là le plus tôt possible et d'y apporter des solutions. Enfin, il y a un autre rôle de l'entreprise souvent moins connu, c'est l'accompagnement, alors là pas des chefs d'entreprise, mais des salariés dans la gestion des risques de la vie, je parle des gros risques, maladies, accidents, décès. Et il y a ce chiffre qui devrait vous faire réagir, 73% des Français ne se sentent pas protégés en cas d'accident de la vie, pourtant ils ne font aucune démarche dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Il y a trois dimensions, il y a trois mécanismes d'assurance sur lesquels on essaie d'agir auprès des populations qu'on accompagne, tant des salariés que des citoyens. La complémentaire santé, on l'a évoqué il y a quelques instants, la prévoyance gros risque qui gît, indemnité journalière, incapacité, invalidité, capital décès, rente éducation. Ça fait partie des grandes briques. Et puis, il y a ce qu'on appelle la GAV chez nous, garantie accident de la vie, en fonction des moments de vie. Une naissance, une arrivée, une préparation à la retraite. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers son entreprise, on va souscrire des contrats de prévoyance, ou on peut les souscrire n'importe où? Quand vous êtes dans une entreprise, vous avez complémentaire santé, on l'a évoqué, qui est obligatoire. Ouais. On a 80% de la population qui est couvert par un contrat, par un régime de prévoyance collective. Et puis, sur la garantie accident de la vie, c'est une démarche individuelle. Et c'est comment? À travers de l'entreprise ou ailleurs d'ailleurs, on a des lieux de sensibilisation pour préparer à la retraite, pour préparer les familles et faire en sorte que l'on sensibilise pour que ces populations se couvrent suffisamment pour ne pas être confrontées à ce type déjà d'incident. Y penser, parce que c'est vrai que souvent on est un peu superstitieux, mais c'est pas parce qu'on y pense que ça va arriver. Bon voilà, nous l'avons bien compris, l'entreprise a des responsabilités vis-à-vis de ses salariés en termes de santé, mais n'oublions pas que nous restons les premiers responsables de notre état de santé. Malheureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à renoncer à certains soins, et nous allons essayer de comprendre quelles en sont les principales raisons dans la troisième partie de cette émission.
60% des Français ont déjà dû renoncer à des soins médicaux. Alors comment l'expliquer et surtout quelles sont les aides et les solutions qui existent aujourd'hui pour rendre la santé accessible au plus grand nombre? Eh bien, autant de questions que je vais poser à mes invités qui viennent de me rejoindre sur ce plateau. Jeanne Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière et maire de Cercoux, qui est une commune de 1267 habitants, si je les ai bien comptés, située dans le département de la Charente-Maritime. Vous êtes également conseillère départementale. Didier B, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, et vous êtes également maire, vous, de Zudosc, c'est à la frontière belge, c'est ça? C'est une petite commune du nord de la France, oui, tout à fait, à Donc proximité de la Belgique. Mais je suis ravie de vous avoir, parce que moi, vous êtes les meilleurs observateurs qui soient, en tout cas les observateurs les mieux placés pour nous parler de ce problème de renoncement aux soins. Alors, d'après l'enquête Via Voice, la première raison qui peut nous conduire à renoncer à des soins médicaux, ce sont les délais d'attente souvent vertigineux qui vont agir comme des repoussoirs pour 63% des Français interrogés. Ces délais d'attente, à peu près, c'est combien de temps aujourd'hui en moyenne? Est-ce qu'on a quelques chiffres à donner, notamment déjà avec un médecin généraliste? Alors, il y avait une étude qui était parue il y a 2 ou 3 ans, en 2021, qui faisait état déjà de 6 à 11 jours d'attente pour pouvoir consulter chez un généraliste. Et puis, malheureusement, ces délais sont beaucoup plus longs quand il s'agit de consulter des spécialistes. Je crois que c'est ophtalmologie, c'est 6 mois, dermato-gynéco, c'est 3 mois, cardiologie, c'est entre 2 et 3 mois. Bon, c'est vrai que les délais d'attente... Et c'était une photographie de 2021. Je crains malheureusement, et on s'en rend compte au quotidien sur le terrain, que ces délais sont plutôt en augmentation. Ouais. Alors, il y a une autre cause de renoncement aux soins pour 34% des Français interrogés dans cette enquête, c'est le coût de la consultation et de l'opération. Un chiffre qui peut surprendre quand on sait que la France est le pays où les soins médicaux sont le mieux remboursés. Tout à fait. La France a ce formidable record d'être le pays au monde où l'on rembourse le mieux la santé. Ça, c'est vrai. Et puis enfin, pour 32% des personnes interrogées, c'est l'éloignement géographique trop important. Voilà, les professionnels de santé qui ont eu raison de leur motivation, donc plusieurs facteurs qui s'entrecroisent. Abordons d'abord ce problème des déserts médicaux qui concerne quand même une commune sur 3. Jeanne Blanc, vous êtes à la fois élue, je le disais, et ancienne professionnelle de santé, infirmière. Quelle est votre analyse de la situation en fait? Voilà, pourquoi on en est là et comment ça se passe dans votre commune? Je crois qu'il y a un médecin généraliste qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé. Donc voilà, quelle est votre analyse à vous de cette situation? C'est criant, c'est effectivement un médecin généraliste familial qui part à la retraite en juillet et qui n'est pas remplacé. Donc nous vivons quotidiennement cette problématique des déserts médicaux et pour autant des solutions existent, mais il faut les trouver collectivement et les mettre sur la table. Il y a une forte demande. On parlait tout à l'heure du renoncement aux soins, il y a aussi la problématique des gens isolés, des gens qui ne peuvent pas se déplacer et les visites à domicile sont de plus en plus difficiles à obtenir de la part de médecins. Parce que trop de médecins qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés, féminisation de la profession, enfin voilà, ou les médecins qui n'ont plus envie de travailler 24 heures sur 24. Il y a une évolution sociétale qui est pour toutes les professions, y compris effectivement les professionnels de santé, pas que médecins, paramédicaux aussi. Et donc ça fait évoluer leur façon d'exercer leur métier. Alors parlons solutions, parce qu'on a fait l'état des lieux, d'accord, on va manquer de médecins, ça ne va pas forcément s'arranger. Il y a, je pense notamment à ces services médicaux de proximité qui ont été ouverts notamment dans la région des Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Didier? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, sur Laval, nous avons mis en œuvre ce service médical de proximité et encore récemment sur Cholet. Eh bien, nous avons pu répondre à ce désert médical. Parce qu'en fait, ce sont des centres qui proposent des consultations uniquement aux habitants qui sont sans médecin traitant, c'est voilà. Ça? Et effectivement, eh bien là, on a pu proposer un médecin traitant pour une population d'environ 13 000 habitants. Et puis, j'ai l'habitude pour dire que c'est un service de 2 en 1, étant donné que d'une part, on répond à cette attente de pouvoir consulter un médecin généraliste, mais en plus, ce sont aussi de formidables lieux de formation. Alors, autre solution concrète aux déserts médicaux, c'est la téléconsultation et en particulier les cabines de santé connectées dans les pharmacies. Alors justement, je propose de voir comment se déroule ce nouveau genre de consultation. C'est un sujet de Sébastien Branger. Située à une dizaine de kilomètres seulement de Tours, la commune de Monnet est pourtant dans un désert médical. Avec 2 médecins pour près de 5000 habitants, la pharmacie est donc le premier interlocuteur pour les petites urgences.
Ici, dans la pharmacie de Pierre-Olivier Piron, on trouve un service que beaucoup de clients ne connaissent pas, la téléconsultation. Quand les gens nous disent qu'ils n'ont pas de rendez-vous médical avant 3-4 jours, on leur offre la possibilité de rencontrer un médecin en téléconsultation avec des objets connectés. Pour réaliser cette téléconsultation, il suffit de rentrer ses coordonnées sur la machine dédiée. Puis un médecin apparaît en visio et guide le patient qui s'auscultera lui-même. Tensiomètre, un oxymètre, thermomètre, stéthoscope, et puis même un otoscope pour les oreilles et un dermatoscope pour tout ce qui est problème de peau. La pharmacie Piron réalise une dizaine de téléconsultations par mois. Il faut dire que la population néo-rurale est plutôt jeune, donc connectée. Néanmoins, pour le pharmacien, cette téléconsultation n'est pas un réel progrès, mais une adaptation à l'environnement médical pauvre en médecins. J'aimerais bien que ça reste du ponctuel, du post-Covid. J'aimerais bien que cet appareil déménage de la pharmacie et récupérer quelques médecins disponibles, oui. En France, en 2019, il y a eu 80 000 téléconsultations, un chiffre qui a grimpé jusqu'à 9,4 millions en 2021. Bon, c'est vrai que ces cabines de santé connectées permettent quand même de faire un examen beaucoup plus poussé qu'une simple téléconsultation, hein. Jeanne Blanc, qu'est-ce que vous pensez de ces cabines de santé connectées? Est-ce que vous pourriez en avoir sur votre commune? Alors, ça serait possible, puisque nous avons un pharmacien sur notre commune. Ah, mais les pharmaciens, ils aimeraient bien aussi les envoyer chez voilà, les médecins, il manque de place. J'ai trouvé cette intervention très intéressante, parce que ça dit quand même un petit peu notre ressenti général, c'est-à-dire que c'est un bon complément, mais ça ne doit pas suppléer. Voilà. Et il faut d'abord qu'un professionnel de santé, là en l'occurrence un pharmacien, soit partie prenante, hein, coopère avec le patient qui a besoin d'aide pour faire ses actes. Et puis effectivement, voilà, ça ne doit pas suppléer. Bon, alors justement, en tant qu'élus, tous les deux, quelles sont les solutions qu'il faudrait mettre en place pour sauver les territoires de cette situation, déjà au niveau de vos communes respectives? Alors, Didier. Tout d'abord, moi je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et que adapter. Et voilà, la meilleure des façons, c'est effectivement de travailler en synergie avec les acteurs locaux, les élus locaux, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels de santé, parce que selon les territoires, selon leur diversité, selon leur histoire, selon l'implantation des médecins généralistes ou pas, ou des spécialistes, parce qu'il y a quelquefois des secteurs où il n'y a pas de carence de telle ou telle spécialité. Par contre, il y a d'autres carences. Je crois que tout est une question de bon sens, de projet commun, porté par plusieurs acteurs pour pouvoir répondre au plus près du terrain. Jeanne Blanc. En tant que maire et en tant que conseillère départementale, nous portons un projet de centre de santé. Ce centre de santé, il a pour plusieurs objectifs. Le principal, à mon sens, c'est de faire du lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Nous avons un hôpital de proximité sur un territoire ultra-rural comme le nôtre, hein, et ça a énormément de sens, puisqu'effectivement, comme l'a dit mon collègue, on crée de la synergie. Il faut décloisonner, en fait. Exactement, il faut décloisonner. Et puis parce qu'on a des territoires qui sont parfois résilients, moi j'en suis convaincue, on a des ressources sur les territoires, valorisons-les, donnons-leur les possibilités d'aller un peu plus loin, un peu plus fort ensemble. Alors quelques mots pour finir cette partie. Parlons aussi du logement, hein, qui peut avoir un impact majeur sur notre santé. Hein. Nous y passons plus de 60% de notre temps. Et depuis quelques années, on a vu naître un nouveau concept, celui de logement santé. Alors Didier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ces logements finalement de plus que les autres? Je vais prendre un seul exemple. Imaginez des nouvelles maisons avec des nouveaux matériaux qui permettent d'éviter de l'humidité, parce qu'on sait qu'à terme, une maison trop humide, ça peut avoir des influences sur des problèmes respiratoires, mais aussi dans la façon de vivre, de pouvoir, ne serait-ce que désormais, concevoir du stationnement pour une bicyclette. Il y a eu plein de maisons qui ont été construites, il y a eu y compris du collectif, et où on a, par exemple, négligé la place de la bicyclette dans la réflexion, dans la structuration. Voilà. Donc c'est ça, c'est prendre en compte le mieux vivre, le mieux être, parce que logement et santé sont intimement liés, et c'est ce que nous essayons de porter. C'est vraiment un vrai enjeu de société. Bon, espérons qu'un jour ces logements santé pourraient devenir la norme. Hein. Jeanne, déjà sur votre commune, vous y pensez? Pas actuellement, mais on pense à de l'habitat inclusif, à de l'habitat partagé, à effectivement, encore une fois, se regrouper pour être ensemble, puisque l'humain n'est riche que parce qu'il est ensemble et parce qu'il est plusieurs. Donc, bien, merci, c'est une très belle conclusion pour cette partie. Un grand merci à tous les deux. C'est nous qui vous remercions. Merci.
Et bienvenue maintenant dans le troisième âge, ce sera le sujet de la dernière partie de notre émission. Alors, à quel âge se termine la jeunesse? Quand débute la vieillesse? Certains vous diront qu'en fait tout se passe dans la tête. Une chose est sûre, notre espérance de vie ne cesse d'augmenter. En 2020, elle est de 79 ans,2 pour les hommes et de 85 ans,3 pour les femmes. Mais attention, l'écart se resserre. En tout cas, c'est les chiffres en France. Alors, vivre plus longtemps, c'est bien, mais vivre plus longtemps en bonne santé, c'est mieux. Et pour aborder avec le plus d'optimisme possible toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Didier Hervaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué Vive3. Merci d'être avec nous. Eliane Piret, vous êtes championne du monde d'athlétisme. Alors, je vais donner votre âge, c'est pas très délicat, mais à 72 ans, vous détenez en tout cas le record du monde du 80 mètres haies dans la catégorie des 70-74 ans. Donc, merci d'être avec nous. Et Jean-Benoît Dujol, vous êtes directeur général de la cohésion sociale, la DGCS. GCS, bonjour. Voilà, merci à tous les trois. Je vous promets, on ne va pas vous faire courir ou s'auto-DM, mais on va en parler un petit peu avec Eliane. Alors, certains d'entre nous sont encore loin de la retraite, à commencer par vous, Eliane. Je sais, c'est un sujet un peu explosif par les temps qui courent, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais quel que soit l'âge à laquelle nous partirons à la retraite, essayons quand même de nous projeter comment bien passer ce cap. Didier Hervaux, quels sont les conseils clés que vous pouvez nous donner ? Si je devais en donner un seul, peut-être c'est anticiper. Vous êtes gentil de dire qu'on n'est pas très loin de la retraite, mais c'est vrai qu'à 40 ans ou à 30 ans, on se sent certainement un peu invincible en quelque sorte et on ne pense pas toujours à préparer l'avenir. Donc c'est vrai que dès 30 ou 40 ans, on incite plutôt à essayer déjà de se protéger et tout simplement à travers de la protection financière. Et puis évidemment, mais je pense qu'on a un bon exemple, bouger, avoir une bonne santé pour préparer l'avenir. Mais 4 Français sur 6 déplorent de ne pas pouvoir épargner plus de 50 € par mois pour préparer leur retraite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ces Français ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? C'est vrai qu'en plus, en période d'inflation, cette épargne est un peu forcée et certainement plus difficile à gérer. En France, il y a une forte méconnaissance des produits financiers qui permettent encore une fois de préparer la retraite. On a souvent tendance et c'est bien légitime, à se focaliser sur le logement, parce qu'avant tout, on veut avoir un toit, ça a été dit dans des précédentes interventions. Et donc, c'est assez légitime pour ceux qui peuvent le faire, évidemment, de pouvoir se protéger en ayant leur propre domicile. Bon, Eliane, je ne vous pose pas la question parce que je ne sais pas si vous serez un jour à la retraite. On aimerait tous être comme vous à 72 ans. Alors, quels sont justement les meilleurs conseils que vous pouvez donner aux seniors de plus de 60 ans qui nous regardent en ce moment, des conseils d'hygiène de vie? Je sais que vous avez changé d'alimentation il y a une dizaine d'années. Et que ça a été plutôt très bénéfique pour votre santé. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Pour pouvoir reprendre le sprint comme je le souhaitais, il a fallu que je perde environ 10 kilos. Ça ne se voyait pas, je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais pris un peu de poids, même en faisant une activité physique régulière, puisque j'ai pratiqué aussi la marche athlétique pendant 12 ans. Et puis, bon, j'étais bien, mais je ne me rendais pas compte. Mais quand j'ai demandé... On a un métabolisme qui fonctionne bien, on brûle moins bien. Ouais. Quand j'ai proposé de refaire des sprint, on a dit oui, ok, mais tu dois perdre du poids. Donc, j'ai suivi une alimentation différente. Il suffisait, en fait, pas contraignante. Il s'agissait d'une alimentation équilibrée, tout en ne faisant pas d'excès. D'accord. Comment gérer cette sensation de vide, ce rapport à l'image sociale quand on se retrouve à la retraite? Didier Hervaux. Déjà, je pense qu'on a une vision plus positive de la retraite, parce qu'on a une espérance de vie plus longue, vous l'avez dit tout à l'heure, donc on a envie d'en profiter. Je pense que l'actualité nous l'a montré, il y a une vraie volonté à cet endroit-là. Oui, c'est vrai. Peut-être 2 éléments, mais je l'ai un peu évoqué, c'est-à-dire que quand vous parlez aussi à un moment donné de se retrouver à la maison, c'est la perte du lien social. Donc il faut absolument travailler sur ce côté relationnel. Je pense que le sport est un excellent exemple. L'engagement solidaire, par exemple, on a énormément... D'être bénévole. Donner du sens à ce quart de siècle qui nous reste à vivre. D'aller au contact des autres et puis bouger. Encore une fois, ma voisine l'incarne bien. Bon, mais si malheureusement on n'a pas la santé de fer d'Eliane, mais que l'on souhaite vieillir malgré tout chez soi en toute sécurité, seul ou à deux, quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui ? Il y a des formules de logement partagé, qui permettent effectivement de pouvoir vivre chez soi.
mais de mutualiser un certain nombre d'éléments, comme des pièces techniques, alors un lieu de vie, où on peut faire la cuisine, on peut jouer, on peut échanger, et puis également partager des activités. Justement, je vous propose d'aller à Baden, visiter un de ces logements partagés, baptisé Équipage. C'est un reportage d'Arthur Millon. Les résidences équipages sont des résidences seniors pour personnes âgées autonomes. Donc c'est des appartements qui sont adaptés, modernes et confortables. Et la particularité un petit peu de ces résidences, c'est que du coup il y a des espaces communs. On a cette possibilité justement de pouvoir rencontrer telle ou telle personne. Il y a un dialogue, il y a une humanité. Il y a aussi des activités qui sont proposées. Donc voilà, il peut y avoir de l'art-thérapie, de l'activité physique adaptée, de la sophrologie, où chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Moi, je participe à quelques ateliers. Ça permet aux gens de se retrouver, de ne pas être isolés dans leur appartement. Ce qui est pratique, c'est la façon dont a été conçu le bâtiment. Il est en forme de L, et comme il y a un seul ascenseur, en fait, tout le monde va se croiser. La salle de convivialité, elle est juste à côté des boîtes aux lettres. Donc, c'est des lieux où les gens sont censés se rencontrer. La force de ces résidences, c'est que toutes les résidences équipages sont situées à moins de 500 mètres des commerces. Ce sont des résidences sociales, donc soumises à plafond de ressources, ce qui permet du coup de la rendre accessible à une grande majorité de la population. La phrase qui ressort souvent, c'est que ce type d'habitat allie sécurité et liberté. Le partage et la proximité. Donc voilà en tout cas une solution qui rassure. Jean-Benoît Dujol, qu'est-ce que vous pensez de ces colloques pour seniors? Est-ce que ça peut être aussi une véritable alternative aux établissements classiques comme les EHPAD, que l'on ne pourra pas multiplier à l'infini? Une alternative très séduisante qui correspond à une inspiration profonde. On parlait de virage domiciliaire, les gens veulent vieillir chez eux ou comme chez eux. Et l'exemple qui est donné ici est assez éloquent. On peut combiner quelque part le meilleur des deux mondes. La sécurité de l'établissement, l'animation, les services communs et des appartements qui sont des appartements totalement privés avec des personnes relativement encore, si on en croit le reportage, autonomes. Donc ces solutions intermédiaires, qu'on parle d'habitat intermédiaire ou d'habitat inclusif, parfois, pour certaines solutions, sont remarquablement intéressantes et correspondent à un besoin profond de personnes qui veulent garder le contrôle de leur vie. On a affaire à une génération qui est celle du baby-boom, qui a été habituée à, on parle parfois de génération dorée, qui a été habituée à bénéficier de la vie dans toutes ses composantes et qui arrive à l'âge de la retraite et bientôt du grand âge, a envie de continuer à être aux commandes de sa vie. C'est ce que permet ce type de solution. Donc la société du bien vieillir. La société du bien vieillir, exactement. Et pour ceux qui veulent à tout prix vieillir dans la maison qu'ils habitent depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on peut leur proposer aussi? C'est un défi à plusieurs niveaux. Il faut 3 choses pour bien vieillir chez soi. Il faut adapter le logement. Ça peut être des petits aménagements, la douche à l'italienne, les barres de maintien, pour sécuriser en quelque sorte ce logement historique de la personne. Il faut aussi développer des services au domicile. Évidemment, quand on commence à atteindre un certain âge, on peut avoir des besoins de soins ou de soutien dans les activités de la vie quotidienne, la cuisine, le ménage. Donc il faut que tout autour de l'appartement s'organise en quelque sorte un réseau d'intervenants professionnels. Et le troisième point, qui est peut-être encore plus délicat mais qui est indispensable, c'est qu'il faut adapter la ville tout entière, l'accessibilité et les transports en particulier. Donc le logement, la ville et les services. Bon, finalement, qu'est-ce qui va être le plus difficile à négocier dans ce virage domiciliaire? Changer les mentalités? Jean-Benoît? Il faut que la société s'adapte à ce changement de donne qui est assez radical. À partir de 2030, c'est la génération du baby-boom qui arrive à l'âge de 85 ans. Plus de 20 millions de Français seront âgés de plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Et plus de 60 ans, encore une fois, c'est pas le bon seuil. En réalité, à 60 ans, c'est pas si c'est le plus bel âge de la vie, mais les gens sont en général en très bonne santé, tout à fait autonomes. Ça devient un peu plus sérieux à 80-85 ans. C'est là que la prévalence de la perte d'autonomie devient plus forte. Et c'est pour eux qu'il faut qu'on s'adapte, et eux qui vont devenir de plus en plus nombreux dans l'avenir. Donc c'est prendre conscience que toute la société doit changer et que tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle donne. Un grand merci à vous trois et il est temps maintenant de conclure cette émission.
Voilà, il est temps de conclure cette émission. J'ai le plaisir de retrouver François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, et Stéphane Junique, président du groupe Vive. Merci de m'avoir retrouvé sur ce plateau. Alors, il y a une question que nous n'avons pas encore abordée, c'est celle du climat et de son impact sur notre santé. Alors justement, François Braun, en quoi notre environnement est un facteur important d'accès à la santé ? Notre environnement est totalement essentiel. Bien entendu, notre santé, elle dépend de notre façon de vivre, elle dépend de l'air qu'on respire, elle dépend de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. C'est tout ce concept One Health qui est développé maintenant, ce concept de santé globale, avec la santé des végétaux, la santé animale, la santé humaine. On voit bien, avec cette dernière crise Covid, le passage d'un virus de l'animal vers l'homme, il y en aura d'autres. Donc nous devons non seulement nous préoccuper de la santé dans son ensemble, avec la prévention, le dépistage, le soin et la réhabilitation, mais également la santé dans son ensemble global, l'ensemble de notre planète finalement. D'ailleurs, l'environnement, c'était la thématique de la Journée mondiale de la santé l'année dernière. Stéphane Junique, quelles sont les pistes de réflexion que vous menez aujourd'hui avec vos équipes pour anticiper ce risque de réchauffement climatique qui va impacter directement notre santé ? J'ai souhaité que le groupe il engage sur le modèle des conventions citoyennes, à l'intérieur même de notre groupe, donc avec les 45 000 collaborateurs qui sont à l'intérieur du groupe, une vraie réflexion autour des enjeux de la santé environnementale. Je trouve objectivement qu'on est très en retard. Et en fait, on est face à des risques socio-écologiques qui sont majeurs sur la santé humaine. Et je me dis, un groupe comme le nôtre, l'objectif, c'est probablement d'être en capacité de pouvoir, dans une logique de société de la prévoyance, mieux se préparer face à ces risques nouveaux, de pouvoir créer les protections sociales de demain, aux côtés de l'assurance maladie et aux côtés de l'État, et puis de pouvoir être auprès de nos adhérents en capacité d'adapter nos garanties pour faire face à ces nouveaux risques. Alors qu'est-ce qu'on risque ? Vous voyez, chaque année, les risques caniculaires vont être des risques majeurs. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent, notamment auprès des plus âgés d'entre nous, mais on le constate. Les fragilités qui sont les fragilités de santé, les fragilités psychologiques, je le mentionne, l'éco-anxiété aujourd'hui est un sujet et un phénomène pour notre jeunesse qui est extrêmement important. Sur les 800 000 consultations de psychologie que l'on rembourse chaque année, nous sommes aujourd'hui sur 24% de ces consultations qui sont auprès de moins de 17 ans. Donc on voit bien qu'il y a des phénomènes de fragilité en partie liés aux risques socio-écologiques sur lesquels il est important d'appréhender les choses. J'allais vous poser la question, quels sont pour vous les plus grands défis à relever dans les 30 prochaines années en matière d'accès à la santé ? Il y a 3 sujets qui me tiennent à cœur. Le dernier qu'on vient d'évoquer, je pense que notre modèle de santé, de protection sociale doit s'adapter à ce niveau risque socio-écologique. Il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur, qui est la manière dont les enjeux du grand âge, de l'autonomie, sont davantage des vecteurs de transformation de notre système de santé et de protection sociale. Et puis il y a un dernier élément, et vous le voyez, les conclusions le week-end dernier de la conférence citoyenne sur la fin de vie a été, je trouve, une belle illustration de la manière de pouvoir renforcer les enjeux de démocratie en santé. Nos sujets, les sujets que porte le ministre Braun, ne sont pas des sujets techniques et financiers. Ce sont des sujets de société. Ce sont des questions qui font citoyenneté. Et on le voit, la santé, c'est un enjeu global, ça ne concerne pas simplement le soin, vous l'avez parfaitement dit, et par conséquent, on doit jouer de la manière d'associer les citoyens à leur propre santé. D'abord, la santé. C'est bien l'enjeu pour notre société dans les 10 ans qui viennent. Alors François Braun, vous, les plus grands défis à relever ? Je souscris bien sûr à tout ce qui a été dit, bien entendu. Peut-être deux petits compléments pour revenir dessus. Le numérique. Comment intégrer le numérique dans notre système de santé ? Par exemple, j'ai signé la semaine dernière un accord historique avec les représentants des industries de santé qui font de la télémédecine et de la télésurveillance. La France est devenue le premier pays européen à rembourser cette télésurveillance, c'est-à-dire permettre de surveiller un patient à son domicile, à distance, sans l'obliger à faire plein de rendez-vous. Ça, c'est le début d'une nouvelle ère aussi pour mieux prendre soin des Françaises et des Français. Et puis la prévention, vraiment la prévention, avec juste un exemple, si vous permettez. Bien sûr. La vaccination que nous lançons à la prochaine rentrée contre le papillomavirus, pour tous les enfants des classes de 5e, garçons et filles, 800 000 à peu près. Eh bien, cette vaccination va nous permettre de faire totalement disparaître un certain nombre de cancers, et principalement totalement disparaître le cancer du col de l'utérus, à échéance 20 ans, 25 ans. Je crois que c'est ça aussi, maintenant, la santé, c'est se préoccuper
non pas de ce qui se passe dans 2-3 ans, bien sûr c'est important, bien sûr pour nos concitoyens, être sûr qu'ils vont trouver un médecin traitant, c'est essentiel, mais aussi réfléchir sur du temps long. Merci en tout cas pour toutes ces réponses très concrètes. Je vois que j'avais affaire à des hommes de terrain, donc merci beaucoup. Merci également à tous mes invités pour leurs éclairages pertinents et surtout pour toutes ces solutions qu'ils nous ont apportées tout au long de cette émission. En tout cas, les choses évoluent dans le bon sens, comme on a pu le voir. L'accès à la santé pour tous à tous les âges de la vie. On a aujourd'hui toutes les raisons d'y croire. Merci encore, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Et d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.